je suis Édouard Frémy, rédacteur en chef adjoint de La Manche Libre. Bienvenue au débat des élections municipales à Avranches, organisé par La Manche Libre en cette salle Victor Hugo. Nous sommes le 17 février, dans un mois a lieu le premier tour, mais les candidats autour de la table ne sont pas les premiers venus, puisqu'on trouve le maire sortant d'Avranches, David Nicolas, l'ancien maire et ancien député d'Avranches, Guénel Huette, et l'ancien attaché parlementaire de celui-ci, Antoine Delaunay. Ce débat entre les candidats va durer 1 heure, observant une égalité de temps de parole. Nous parlerons du centre-ville, de l'attractivité du territoire, de l'éco-parc, du patrimoine, de la question de la commune nouvelle également. Je précise que ces élections sont des élections municipales et communautaires. Les candidats sont donc interrogés sur des sujets qui relèvent de la ville d'Avranches et qui relèvent aussi de l'intercommunalité Mont-Saint-Michel-Normandie. À mes côtés, Nicolas Thomas, chef d'agence de La Manche Libre à Avranches. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Edouard. Pour commencer, on va se livrer à une courte présentation de chacun des 3 candidats. Et juste dans la foulée, Nicolas vous demandera quel sera votre premier dossier, votre première mesure, si vous êtes élu ou réélu à la tête de la ville d'Avranches. Nicolas. Alors, je vais commencer par Antoine Delaunay. Antoine Delaunay, vous avez 45 ans, ancien journaliste et assistant parlementaire du député LR Guénel Huette de 2007 à 2017. Vous êtes conseiller départemental d'Avranches, élu en 2015, avec Catherine Brunorine, maire de Genêt et vice-présidente du conseil départemental. Vous vous présentez avec la liste sans étiquette Construire Avranches-Saint-Martin. Quelle sera votre première mesure si vous êtes élu? Alors, mon première mesure, ce sera de faire vivre le débat, d'abord au sein de l'Assemblée municipale. C'est essentiel. On porte un programme, un projet qui se base notamment sur la concertation, sur le dialogue avec les habitants, et le dialogue doit débuter au sein même de l'Assemblée municipale. Très pratiquement, la première décision d'un maire, c'est de mettre en place la gouvernance d'un conseil municipal, et il faudra réserver une place, un pouvoir de contrôle à l'opposition, peut-être au sein de la commission des finances, peut-être autrement. La charte anticorps, qui a été signée en 2014, n'est pas tout à fait appliquée depuis 6 ans, fait des propositions intéressantes, nous les regarderons. Il y en a d'autres qui peuvent en tout cas permettre de faire vivre le débat en respectant la pluralité des votes, la pluralité des avis au sein du conseil municipal, sans oublier bien sûr la singularité de Saint-Martin-des-Champs. Merci Antoine Delaunay. Deuxième candidat, Nicolas Thomas. Guénel Huette, 63 ans, vous avez été conseiller général de 1994 à 2007, conseiller régional de 1998 à 2001, maire d'Avranches de 2001 à 2014, député du Sud-Manche LR de 2007 à 2017, président de la communauté de communes d'Avranches de 2008 à 2014, président de la communauté de communes Avranches-le-Mont-Saint-Michel de 2014 à 2017. Vous vous présentez avec la liste sans étiquette Avranches-Saint-Martin, c'est vous. Quelle sera votre première mesure si vous êtes élu? La première mesure, elle est dictée par la loi et par le bon sens à la fois. La première mesure, ce sera de travailler sur le budget, de préparer le budget, puisque dans les quelques jours qui suivront l'élection municipale, partout en France, les conseils municipaux devront faire le budget. Alors, je ferai le budget avec les conseillers municipaux qui seront autour de la table, et un budget qui, à mon sens, devra retrouver les voies de la sagesse, c'est-à-dire limiter les dépenses de fonctionnement, diminuer l'endettement qui a augmenté ces dernières années, et puis, à terme, essayer, mais je ne vais pas prendre d'engagement définitif ce soir, mais essayer de baisser la fiscalité, comme je l'ai fait déjà à 2 reprises entre 2001 et 2014. Et dans ce budget, il y aura une part tout à fait spécifique qu'on appelle le budget participatif, c'est-à-dire que chaque année, 500 000 euros, à peu près 500 000 euros, seront réservés pour des projets qui seront décidés par les habitants d'Avranches et pas par les conseillers municipaux. C'est une façon, je crois, tout à fait précise, tout à fait directe, au-delà des mots, au-delà des formules, au-delà des slogans, de mettre en œuvre une réelle participation des habitants à la vie de la cité. Merci Guénel Huette. Dernier candidat, David Nicolas. David Nicolas, vous avez 46 ans, vous êtes conservateur de musée, historien de l'art, vous êtes maire sortant d'Avranches, élu en 2014 face à Guénel Huette, et président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie depuis sa création en janvier 2017. Vous vous présentez avec la liste sans étiquette Aimons Avranches-Saint-Martin. Si vous êtes élu, quelle sera votre première mesure? Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. La charte anticorps, nous l'avons signée en 2014 et nous allons la signer à nouveau. Nous sommes partie des 16 villes françaises qui ont été désignées comme étant vertueuses dans le respect des différents chapitres de cette charte. Nous
nous allons bien évidemment, comme cela avait été repéré lors des séances de travail initiées au cours du dernier semestre, mettre en place aussi un budget participatif. Et le premier travail que nous ferons, c'est de convoquer les Saint-Martinais de la branche aînée de façon à voir avec eux de quelle façon ces budgets participatifs pourront être mis en œuvre. Il ne s'agit pas d'avoir un seul budget, mais de flécher différentes sommes de façon à les attribuer à des associations, à la jeunesse aussi, parce que nous pensons que la jeunesse est en mesure aujourd'hui de savoir ce qui est bon pour elle, mais aussi éventuellement des projets par quartier. Et ce ne sera pas un seul budget participatif, mais différentes enveloppes qui seront proposées aux associations, aux quartiers et aussi à la jeunesse. Donc première mesure, sans doute dès le mois de mai, nous réunirons les habitants d'Avranches qui seront motivés pour savoir de quelle façon nous pourrons mettre en œuvre avec eux ce budget participatif. Merci David Nicolas. On va passer maintenant au premier thème de notre débat. On voudrait parler d'attractivité du territoire. Aujourd'hui, on le constate, tous les territoires luttent pour être attractifs. Ces territoires sont même d'ailleurs, on constate, en compétition un petit peu les uns avec les autres pour attirer à la fois les capitaux, les investissements avec les installations d'entreprises, et aussi, bien sûr, c'est peut-être le plus prégnant, la main-d'œuvre. Nicolas Thomas, le Sud-Manche et la Branche n'échappent pas évidemment à ce phénomène. Oui, Edouard, avec un taux de chômage de 5,4%, le bassin d'emploi d'Avranches est en plein emploi. Les entreprises locales, Chéreau, la biscuiterie du Mont-Saint-Michel, Gauthier Connectique, pour ne citer que celle-ci, sans oublier le secteur de l'hôtellerie-restauration, peinent à trouver des bras. Comment fait-on pour attirer de la main-d'œuvre à Avranches et surtout la fixer, Guénaluette? L'attractivité d'un territoire, c'est d'abord sa notoriété. Et Dieu sait que notre territoire jouit d'une notoriété qui est importante. Ceci étant, il faut sans cesse la promouvoir, sans cesse la renouveler, dans un contexte concurrentiel qui est de plus en plus fort. Toutes les régions, tous les départements, toutes les communes font de la communication, et donc la concurrence est très forte. Donc, premier élément de l'attractivité, la notoriété du territoire. Le second élément de l'attractivité, c'est tout à fait matériel. Il faut que l'on ait des voies de communication, au sens le plus large qui soit, voies de communication routière, voies de communication ferroviaire, et puis la communication immatérielle, bien entendu, qui est incontournable aujourd'hui et qui fait partie de l'attractivité du territoire. Et il y a sur ce terrain-là encore beaucoup à faire, puisque les connexions ne sont pas encore totalement au point partout dans notre région. Le troisième élément de l'attractivité, c'est qu'il faut que l'on ait des services de proximité. Des services de proximité, ce sont à la fois des services publics et des services privés. Alors les services publics, je ne vais pas bien entendu en faire la liste, ce serait fastidieux et chacun connaît les principaux services publics, mais il y a également les services privés. Et au premier rang de ces services privés, je mets avec l'ensemble de ma liste la présence médicale et l'offre de soins. Il va falloir que l'on s'attelle de façon très précise à ce problème qui ne concerne pas qu'Avranches, qui concerne bien entendu l'ensemble de la France, ou quasiment l'ensemble de la France, mais c'est un vrai sujet. Et comment feriez-vous mieux que vous avant, que d'autres avant, qui n'ont pas réussi à garder ou à faire venir les médecins? On a réussi, nous. On a réussi, je voudrais citer deux exemples. Lorsque j'étais président de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec les élus de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, il y avait des problèmes, notamment sur Ducet et sur Sartilly. On a fait en sorte, en créant des maisons médicales, mais créer une maison médicale, c'est pas seulement le bâtiment, c'est tout un travail qui se fait en amont avec les professions médicales, avec l'ordre des médecins, avec les syndicats de médecins, et on a réussi, après avoir construit les maisons médicales, à faire venir de jeunes médecins. Il faudra faire la même chose sur Avranches, parce que je voudrais dire à chacune et à chacun, très nombreux dans la salle ce soir, que dans 1 an et demi, 6 médecins généralistes vont prendre leur retraite. Et pour l'instant, ils ne sont pas remplacés. Donc ce sera un vrai combat, un vrai challenge pour nous que de maintenir des services de proximité et notamment, pas seulement, mais notamment une offre médicale de qualité. Merci Guénaluette. David Nicolas. Alors sur l'attractivité en effet de notre territoire, il y a beaucoup à faire. Beaucoup de choses ont déjà été faites en effet. Je rejoins totalement Guénaluette sur la nécessité d'offrir un cadre de vie et des services publics de qualité aux habitants qui sont déjà installés à Avranches et dans les environs, mais aussi à ceux qui pourraient potentiellement venir chez nous.
les deux piliers, finalement, d'un territoire comme le nôtre résident à la fois dans l'offre éducative et dans l'offre de soins. Or, nous avons la chance, à Avranches, d'avoir des établissements scolaires de grande qualité, aussi bien privés que publics. 4000 jeunes sont scolarisés sur la commune d'Avranches aujourd'hui, à Avranches-Saint-Martin. Et je pense que nous avons à maintenir cette qualité à travers différentes choses, notamment dans la relation que nous pouvons entretenir avec les établissements scolaires qui parfois font remonter des demandes. Je pense notamment que le développement des filières post-bac constitue un enjeu particulièrement important de façon à maintenir notre jeunesse sur le territoire du Sud-Manche. Donc l'éducation, la santé. Alors pour la santé, nous avons la chance d'avoir pu obtenir il y a 2 ans un GHT, groupement hospitalier de territoire baptisé Mont-Saint-Michel, qui permet de travailler de manière partenariale avec le CHU de Caen et de créer une vraie dynamique. Aujourd'hui, il faut savoir, et c'est peu su, il y a environ une 40aine d'internes étudiants sur l'hôpital d'Avranches-Granville. 40 étudiants que l'on accueille. On a mis à disposition, en lien avec le département et le bailleur social Manche Habitat, des logements, ce qui permet à ces jeunes étudiants de découvrir la région. Et puis aussi de se dire que la qualité de vie qui est proposée dans notre ville, je vais y revenir dans quelques instants, est tout à fait acceptable pour des jeunes médecins qui souhaiteraient s'installer ailleurs que dans les grandes villes. Alors la qualité de vie, dans quoi réside-t-elle? Tout d'abord, c'est le cadre de vie au quotidien, la façon dont les espaces publics sont traités, la façon dont le tissu associatif permet d'offrir un large panel de propositions, tant dans le domaine sportif que culturel ou caritatif. Et je pense que la mission d'une commune comme Avranches, c'est précisément d'inciter le développement de ce tissu associatif, de favoriser l'amélioration de cadre de vie au quotidien, de manière à ce qu'un jeune étudiant de passage dans notre ville se dise « finalement, c'est là que je vais poser mes valises, c'est là que je vais faire ma vie ». Et bien évidemment, c'est là que nous pouvons espérer pouvoir maintenir... Comment on fait pour attirer des salariés? Alors, je pense que c'est rigoureusement la même chose. On a plusieurs témoignages, je pense que dans la salle, pas mal de gens pourront confirmer ce que je dis. Bien souvent, lorsque les entreprises recrutent, elles envoient des offres à travers toute la France, et vous avez des cadres ou de simples employés qui viennent explorer le territoire. Ils sont, je vais peut-être dire, en phase de prospection. Et lorsqu'ils arrivent dans une ville où le commerce est dynamique, où les espaces publics sont soignés, où les écoles sont bien entretenues et où on dispense un enseignement de qualité, eh bien, il y a de fortes chances que ces personnes fassent le choix de venir chez nous. Et puis on le voit bien, il y a une démétropolisation. Or, nous avons la chance d'être à quelques kilomètres de Rennes, quelques kilomètres de Caen, et je crois pouvoir dire que nous sommes sur un territoire et dans une commune particulièrement attractive qui offre tout ce dont de nouveaux arrivants peuvent espérer trouver lorsqu'ils arrivent quelque part. Antoine Delaunay, que ferez-vous pour attirer la main-d'œuvre qui manque cruellement sur le secteur d'Avranches? L'attractivité, c'est un peu ce qui fait venir les gens, c'est surtout beaucoup ce qui les fait rester. Ce qui les fait rester, c'est effectivement la qualité de vie. Alors, notre territoire a de grands atouts, a de grandes qualités, mais il faut les cultiver. L'attractivité, c'est la qualité de vie. Ça passe par la propreté, ça passe par l'accessibilité, ça passe par la sécurité. Autant de sujets qu'il convient de travailler, qu'il convient de renforcer. On ne peut pas se contenter d'un satisfecit, de dire que tout a bien été fait, que tout est bien ici. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Qu'est-ce qui a été mal fait? J'entends deux choses. On parle du service public. Oui, effectivement, il faut un service public de qualité. Et en même temps, je lis ou j'entends qu'il faut réduire le budget de fonctionnement, que certains et certaines s'enorgueillissent de l'avoir réduit. Si on réduit le budget de fonctionnement, on réduit la masse salariale. Si on réduit la masse salariale, on réduit la présence des agents sur le terrain. Ou en tout cas, on dégrade leurs conditions de travail. Si on dégrade les conditions de travail des agents de la ville, on dégrade le service rendu à la population. Depuis 6 ans, particulièrement, il y a une dégradation des conditions de travail des agents de la ville. On le ressent, et une baisse de service. On parle de la santé. Oui, effectivement, sur la santé, il y a des choses à faire. Alors, il y a une urgence avec 6 médecins qui partent bientôt à Avranches, mais l'urgence est encore plus grande parce qu'il y en a qui partent en retraite dans quelques mois à Ducé. On sait très bien que si les gens ne trouvent pas de médecin généraliste, de médecin traitant à Ducé, ils vont venir à Avranches. C'est déjà ce qu'il se passe. Il y a une véritable urgence à prendre en compte ce phénomène qui n'est pas nouveau. Rien n'a été fait jusqu'ici. Il ne faut pas attendre que la maison soit en feu pour appeler les pompiers. On regarde, quand on voit de la fumée, quand on se rend compte que la situation est dangereuse, on prend des mesures. Il y a effectivement un groupement hospitalier de territoire qui a été mis en place et nous avons la chance, et il faut le redire, d'avoir un établissement hospitalier public d'excellente qualité. On entend trop souvent l'hospitalisation publique à Avranches n'est pas de bonne qualité. Ce n'est pas vrai. Nous avons un excellent établissement hospitalier public. Mais nous avons aussi
un hôpital privé d'une grande qualité, avec des pôles d'expertise extrêmement intéressants. On peut parfaitement se faire soigner à Avranches. Il est dommage que la réflexion engagée par les collectivités en termes de santé laisse de côté la médecine libérale, laisse de côté la médecine privée, pour se concentrer uniquement sur l'hospitalisation privée, quand bien même elle aurait d'immenses qualités. David Nicolas, vous souhaitez répondre? Je ne peux pas laisser Antoine Delaunay dire que nous ne travaillons pas avec le milieu libéral ou le milieu de l'hôpital privé. Bien au contraire, tout le monde est impliqué dans la cause qui consiste à faire que notre territoire de santé soit particulièrement dynamique. Je préside l'instance qu'on appelle le comité territorial des élus locaux du GHT, et je peux vous assurer que notre démarche qui inclut l'ensemble des professionnels de santé, y compris les infirmiers libéraux, y compris l'ensemble des représentants des différents corps de métier du monde de la santé, fonctionne parfaitement, et nous sommes dans une logique totalement transversale avec une seule ambition, faire que le Sud-Manche puisse accueillir bien évidemment de nouveaux praticiens, mais surtout puisse répondre au parcours de santé des habitants, et notamment les plus démunis, puisque on le constate trop souvent, en milieu rural, des gens sont abandonnés, n'ont plus les moyens de trouver finalement cette offre de soins qui leur est pourtant due. Yann Eluette. Oui, moi je voudrais préciser une chose sur les dépenses de fonctionnement, sur le budget de fonctionnement. Dire que l'on veut limiter les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas nécessairement limiter la masse salariale. Dans le budget de fonctionnement d'une ville, il y a ce qu'on appelle, je parle un tout petit peu technique, mais pas plus que ça, le chapitre 12, qui est le chapitre sur lequel on paye les agents de la ville, et puis le chapitre 11, qui correspond aux dépenses générales de la ville. C'est surtout sur le chapitre 11 qu'il faut faire des économies. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. On a assez peu rogné sur le chapitre 12, sur les dépenses personnelles. On a par contre fait beaucoup d'efforts sur le chapitre 11. Et en ce qui concerne les agents de la ville, et en concertation avec eux, il y a aujourd'hui des nouvelles techniques de travail, des nouvelles technologies qui permettent d'organiser différemment le travail. Ce sont toutes ces niches-là, toutes ces possibilités-là qu'il faut exploiter en concertation avec le personnel. Merci Yann Eluette. Je laisse Antoine Delaunay peut-être reprendre la parole s'il le souhaite sur ce sujet-là, avant qu'on parle du centre-ville. Peut-être un mot sur les associations. Effectivement, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement riche. C'est une chance. Nous vivons dans un territoire avec des villes de taille relativement modeste. Sans l'initiative bénévole, sans l'initiative associative, il y aurait beaucoup moins de services, il y aurait beaucoup moins de loisirs. Là aussi, on ne peut pas se contenter simplement de dire que les choses sont bien. Il faut aussi les accompagner. On sait, avant, je suis président de plusieurs associations, je suis impliqué dans la vie associative, comme j'imagine beaucoup de personnes ici. On sait que l'on manque cruellement de salles, que l'on manque cruellement d'équipements. Là aussi, ce ne sont pas des projets extraordinaires, ce ne sont pas des projets qui font la une des journaux, mais je crois que gérer une ville, c'est aussi gérer un bon père de famille. Quand vous dites qu'on manque d'équipements, c'est quoi par exemple? Ce sont des salles pour que les associations se réunissent, ce sont certains équipements sportifs qui ne sont pas entretenus, mal entretenus, pas assez entretenus depuis des années. Voilà, ce sont des travaux qui ne sont pas extraordinaires, mais ce sont des travaux qui méritent d'être faits. David Nicolas. Je vais aussi rétablir une certaine vérité. Je pense qu'au cours de ce mandat, nous avons fait un effort considérable sur l'amélioration des conditions d'accueil des associations. Je vais commencer par la salle Victor Hugo, dont nous avons revu toutes les baies qui sont ici et qui malheureusement laissaient passer l'air. Je pense que nous aurions beaucoup plus froid ce soir si ces baies n'avaient pas été changées. On a rénové. Mais nous sommes très nombreux, je le dis, pour ceux qui écouteront le débat en podcast ultérieurement. C'est vrai qu'on a fait un gros effort de rénovation de nos équipements sportifs, la salle Valéès par exemple, le terrain d'honneur du stade de foot, les tribunes, les vestiaires, la salle de Noël qui est une des salles associatives les plus utilisées. Je pense que nous avons engagé beaucoup de deniers publics pour l'amélioration des conditions de travail des associations. On va s'arrêter là. Antoine Delaunay, encore un tout petit mot, vous êtes en retard sur votre parole. Et l'espace mosaïque qui mériterait, je pense même plus d'être fait, totalement abattu et reconstruit. Le centre Saint-Paul, la ferme Trublé qui est dans un état lamentable, ça par contre, effectivement, il n'y a pas touché. Il y a des choses qui ont été faites en centre-ville, dans les quartiers périphériques, beaucoup moins. On va passer au... Oui, Très rapidement, je me garderai bien d'être l'arbitre entre David Nicolas et Antoine Delaunay. J'indique simplement qu'effectivement, des choses ont été faites depuis 2014, des choses ont été faites auparavant, mais la vie d'une ville, c'est un éternel recommencement. Et il va falloir, bien entendu, refaire un certain nombre de choses ou faire un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites par les uns ou par les autres depuis quelques années. Je crois qu'on ne va pas réinventer le feu, il faut faire un bilan, il faut faire un constat de ce qui est souhaitable de faire et le faire en faisant les différentes opérations et en faisant les différents budgets. Alors on va en parler peut-être dans ce second chapitre de ce débat. On va parler du centre-ville d'Avranches.
Avranches, là non plus, n'échappe pas à un phénomène national. Comme toutes les petites villes de France, le centre-ville pourrait aller mieux. Il est cerné de zones commerciales. Nicolas Thérain. Oui, Avranches a un tissu commercial de centre-ville dense, pour une ville moyenne, mais qui reste fragile, et autour de grandes zones commerciales dont la dernière en date a ouvert il y a plus d'1 an. Alors qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser des commerces de centre-ville? Est-ce qu'on agrandit encore des zones commerciales autour d'Avranches? C'est à qui de répondre. On va commencer avec Antoine Delaunay. Le centre-ville, d'abord, de quel centre-ville parle-t-on? Du centre-ville d'Avranches, du centre-ville de Saint-Martin-des-Champs, de la Tour-Faudière, qui se retrouve le centre géographique du nouveau territoire. Non, j'entends des rires, je crois que c'est intéressant de se poser la question. Et puis de quel commerce parle-t-on? Effectivement, le centre-ville, commerçant, il est multiple. Il y a la rue de la Constitution, il y a la rue de Mortain, il y a les 3 quartiers, il y a la place Pattonne, il y a le boulevard du Luxembourg, et puis il y a Pont-Gilbert, il y a Saint-Étienne, il y a la zone Pattonne, il y a le village des Remparts, le parc de la Baie, Carrefour. Voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Nous avons la chance d'avoir un tissu commercial extrêmement dense, extrêmement vivant à Avranches. C'est un équilibre précaire qu'il faut préserver. Avant d'envisager la création de nouvelles zones, je crois qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe, tenter de le conforter, peut-être créer du lien, peut-être tout simplement, quand je discute avec des commerçants, ils me disent mais tout simplement mieux nous signaler, voilà, signaler quels sont les pôles commerciaux, peut-être aussi discuter avec eux et pas se contenter des commerçants du centre-ville, pas se contenter de ceux que l'on voit, mais aussi aller voir ceux qui sont un petit peu plus loin, qui travaillent. Je pense aux commerçants du quartier Saint-Étienne, par exemple, qui se sont trouvés délaissés pendant les festivités de Noël, qui finalement ont très bien travaillé avec le comité des fêtes de Pont, parce que c'est leur zone de chalandise, et pourtant c'est Avranches, et pourtant c'est une entrée de ville, et pourtant ce sont des entreprises installées à Avranches. Donc avant effectivement d'envisager, avant de créer de nouvelles zones commerciales, regardons ce qui existe, créons du lien, organisons les mobilités pour desservir ces zones, recréons des places de parking pour continuer à desservir le centre-ville. Ça, c'est un sujet, la place de la voiture en centre-ville. La question se pose évidemment dans les grandes villes. Sur la ville d'Avranches, la place de la voiture en centre-ville, si vous êtes élu maire d'Avranches, elle restera la même ou plus de place encore pour la voiture ou piétonisation de certains quartiers? Nous nous attellerons, si nous sommes élus, dès le début de ce mandat, à la révision du plan de circulation. Il n'a pas été révisé à Avranches depuis des années, la ville a évolué, de nouvelles zones commerciales sont apparues, l'urbanisme a été modifié, les mobilités ont évolué, il est urgent de réviser le plan de circulation. Je ne peux pas encore vous dire ce qui va être fait, ce serait ridicule. C'est un travail de fond, c'est un travail qui devra être mené en concertation avec les habitants, avec les commerçants, avec les entreprises. C'est pas moi tout seul, c'est pas mon équipe toute seule qui va décider de ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est un grand chantier. Ça, c'est un chantier qui se fait à l'échelle du mandat. Sur la place de la voiture en centre-ville, ça vaut pas que pour les grandes villes, ça vaut pour Avranches. Si on veut venir faire ses courses à Avranches, il faut prendre la voiture. Et si on prend la voiture, il faut se garer. Et il n'y a pas assez de places de parking. Certaines, on ne va pas se livrer à des comptes d'apothicaires. Moi, je considère qu'à la fin de ce mandat, il y aura moins de places de parking qu'au début de ce mandat. On va me dire que non. Voilà, on pourra en discuter, c'est pas le lieu. Moi, je considère qu'il y aura moins de places de parking, qu'en tout cas, on n'en a pas créé assez. Et pourtant, c'est important de créer des places de parking. Alors peut-être moins de voitures en hypercentre, mais quand on habite à Saint-Martin-des-Champs, quand on habite à Marseille-les-Grèves, quand on habite au Val-Saint-Père, ou même quand on habite à la Tour-Faudière, aujourd'hui, il faut prendre la voiture. Il y a des endroits qu'on pourra mieux desservir, avec les mobilités douces, en créant des voies vertes, en facilitant la place du vélo en centre-ville, qui n'est pas suffisante à Avranches. Mais pour le reste, il faudra bien des places de parking. Guénéluette, 2 questions. Stop ou encore les zones commerciales et place de la voiture en centre-ville? Moi, j'ai toujours considéré que le commerce, c'était l'âme d'une ville. Il faut donc soutenir le commerce de centre-ville, le soutenir, l'aider dans un contexte qui est particulièrement difficile. Chacun le sait. Il y a d'un côté le développement des grandes surfaces en zone périphérique, et puis il y a le développement très important du commerce en ligne. Et les commerçants locaux, que ce soit à Avranches ou dans n'importe quelle autre ville, doivent faire face à ces 2 défis. Alors, à son niveau, modeste, mais à son niveau, une municipalité doit soutenir le commerce. Et je voudrais parler de façon très concrète. Je voudrais rappeler ce qui a été fait par nous lorsque le Carrefour a déménagé de Pont pour aller sur la zone de la baie de Saint-Martin-des-Champs. La ville d'Avranches, dont j'étais le maire à l'époque, a été très claire avec le propriétaire du nouveau Carrefour. On lui a demandé, d'une part, de diminuer la surface de l'hypermarché. Il voulait faire un hypermarché de 7000 m². On l'a contraint à faire 5000 m². Sinon, il n'avait pas le vote
de la ville d'Avranches à la CDEC, ce qu'on appelait autrefois la CDEC. Et on l'a également contraint, et c'était encore plus important, il y a des commerçants dans la salle, ils pourraient en témoigner parce qu'ils l'ont vécu, ils ont participé directement à cette opération-là. On a également contraint le propriétaire à diminuer la surface de la galerie marchande. Il voulait faire 2000 m², on l'a contraint à faire 1200 m², et encore plus important, on lui a demandé de négocier avec les commerçants du centre-ville les enseignes qui seraient dans la galerie marchande, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence frontale avec les enseignes du centre-ville. Je n'invente rien, les commerçants l'ont vécu puisqu'ils étaient autour de la table pour discuter avec nous et le propriétaire du nouveau Carrefour. Donc les choses ont été très claires. Il faut bien entendu s'inspirer de ça. Il faut faire attention à ne plus développer sur Avranches parce qu'il y en a largement. Il y en a suffisamment, il ne faut plus développer les grandes zones périphériques. Je crois qu'il faut maintenant mettre un terme à cette escalade, qui n'est pas propre à Avranches, que l'on rencontre dans beaucoup de villes, mais qui est vraiment un obstacle au développement et même au maintien des commerces du centre-ville. En ce qui concerne la place de la voiture, très rapidement, c'est un sujet extraordinairement compliqué. Vous savez, le temps n'est plus où un ancien président de la République, qui était Georges Pompidou, disait qu'il faut adapter la ville à la voiture. Ce temps-là est révolu. Il faut bien entendu réfléchir différemment aujourd'hui et faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de moyens de communication, un certain nombre de moyens de transport qui cohabitent, qui coexistent dans la ville. Alors cela n'empêchera pas de regarder ici ou là, chacun sait que la ville d'Avranches n'a plus beaucoup de terrain disponible, mais si on peut créer encore quelques espaces pour le stationnement des véhicules, on le fera, mais très franchement, le stationnement des véhicules et la venue des véhicules au centre-ville d'Avranches ne peut pas être une exclusivité, il faut réfléchir de façon beaucoup plus large. Merci Guénaluette. David Nicolas, sur ces questions-là? Alors sur le commerce, on est tous d'accord pour dire que c'est l'ADN de la ville, c'est son identité depuis toujours, depuis très longtemps. Alors c'est vrai que la ville, comme beaucoup d'autres, a connu une mutation très forte depuis les années 80 avec la création de ces zones commerciales périphériques. Et aujourd'hui, on le voit bien, les lois successives environnementales nous contraignent, à juste titre, à ne plus lotir, à ne plus construire de zones commerciales en périphérie, et c'est une très bonne chose. C'est pour cela que nous allons engager une vraie réflexion sur le renouvellement urbain d'Avranches, à la fois en termes de logement et aussi en termes de commerce. En fait, c'est un cercle vertueux qu'il faut recréer avec, on en a parlé, une qualité de vie liée à des espaces publics, à des services publics, qui permettent de ramener les habitants au centre-ville et qui eux-mêmes font vivre les commerces en question. Alors, le stationnement à Avranches, il pourrait être mieux, en effet, mais il reste très satisfaisant avec plus de 2000 places de stationnement. Stationnement gratuit, puisque nous avons supprimé le stationnement payant, alors qui était résiduel autour de la place de la mairie, et surtout nous avons remis en place une zone bleue, véritablement contrôlée, alors qu'on a mis en place de manière expérimentale avec les commerçants dans un premier temps pour 1h30 de stationnement gratuit et contrôlé, et puis nous avons augmenté à 2 heures de façon à mieux répondre aux besoins de certains commerces. Et aujourd'hui ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens où nous n'avons plus de voitures tampons en centre-ville, et dans le sens aussi où les commerçants jouent le jeu en se stationnant à la périphérie des zones de chalandise. Alors la signalétique reste améliorée, nous y avons travaillé et ce sera réalisé cette année. Je pense aussi que la dynamique commerciale d'une ville tient aux relations que nous entretenons avec les commerçants. Et je tiens à signaler qu'au cours de son mandat, nous avons pu, avec l'aide des commerçants, recréer la grande braderie estivale qui avait disparu. Et je tiens à saluer le travail et vraiment la volonté des commerçants de se recréer en association, avec l'association Bouger avec Avranches, grâce à laquelle nous avons pu mettre en place aussi des animations de Noël que nous connaissons depuis 2 ans, et qui fonctionnent bien et qui donnent une image très positive du commerce à Avranches. Merci David Nicolas. Guénaluette veut ajouter quelque chose très rapidement. Très rapidement. D'abord, je voudrais dire à David Nicolas, dont acte sur ce qu'il vient de dire, enfin tout de même, la grande braderie, elle existe depuis longtemps, et le marché de Noël également. Ce n'est pas une création de l'actuelle municipalité. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'en matière de commerce, le patron, le décideur, c'est le consommateur. Et il faut donc faire en sorte que le consommateur soit attiré dans le centre-ville. Si on oublie le consommateur dans la boucle, si on l'oublie dans la réflexion, alors on passera à côté de quelque chose. Merci messieurs, on va passer au 3e sujet de notre soirée. On va parler de l'écoparc, qui est un dossier de l'intercommunalité, un parc d'activités économiques qui a été créé au pied d'Avranches, à tire-pied par l'intercommunalité, et qui fait depuis du surplace, Nicolas Thomas.
Oui, l'écoparc, donc situé à Tir-Pied-sur-Cé, zone d'une trentaine d'hectares, est à l'arrêt depuis que la SARL Écoparc gérée par Mathieu Millet a renoncé à son achat au mois de septembre 2019. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est son avenir, David Nicolas? Alors c'est un héritage en effet de la communauté de communes du Val-de-Cé, héritage que la communauté d'agglomération a souhaité faire vivre de différentes façons, et surtout avec une proposition qui avait été formulée dès 2017 d'un chef d'entreprise pour acquérir, se développer. C'était le projet d'entreprise Rimed. Donc la session n'a pas pu aboutir, et aujourd'hui nous sommes particulièrement mobilisés. Nous avons créé 2 groupes de travail en interne au sein de la communauté d'agglomération pour trouver une issue favorable et commercialiser l'ensemble de ces 24 coques qui aujourd'hui méritent d'être développées. Donc l'épisode Rimed malheureusement est derrière nous, le projet n'a pas pu aboutir. Maintenant il nous revient et nous sommes vraiment très engagés sur le sujet, à nous élus de la communauté d'agglomération, de commercialiser, de faire valoir cette zone. Alors cette zone, 30 hectares en effet, des coques qui produisent de l'électricité, mais malheureusement cette électricité est exploitée, enfin ces panneaux photovoltaïques sont exploités par une société qui s'appelle Langa Solar, et les données ne rentrent pas dans l'escarcelle communautaire. Néanmoins, nous pouvons aujourd'hui espérer, du fait de la 84 qui est attenante à cette zone, un développement économique intéressant. Et c'est vraiment à cela que nous appelons aujourd'hui. Antoine Delaunay, sur ce sujet-là. Oui, moi je suis un petit peu étonné quand j'entends que vous avez souhaité faire vivre cet équipement qui a été en partie laissé à l'abandon, puis vendu dans des conditions sur lesquelles on pourra revenir. Laissé de nouveau à l'abandon pendant un certain temps, aujourd'hui on a un équipement qui s'est dégradé, qui est peu utilisé, avec des entreprises qui sont en train de partir. Il est un petit peu tard pour avoir un discours positif sur cet équipement, après l'avoir, comment dirais-je, descendu, tiré vers le bas pendant plusieurs années. David Nicolas. Alors, la communauté d'agglomération a hérité de ce bien en 2017. En 2017, il y avait 5 entreprises qui étaient localisées sur la zone. La société Rimed a voulu s'y implanter, nous avons examiné la faisabilité de ce projet. Ensuite, elle s'est rétractée, et aujourd'hui, la situation reste stable. Maintenant, c'est à nous de trouver de nouvelles sociétés, et je peux vous assurer que les groupes de travail qui se penchent sur le sujet sont très actifs, et que plusieurs contacts ont lieu et se concrétisent avec plusieurs entreprises de la région, et d'assez loin d'ailleurs. Guénéluette, Antoine Delaunay. Guénéluette. L'écoparc, c'est un dossier très compliqué qui a défrayé la chronique depuis 3 mois ou 4 mois, et pour bien le comprendre, je crois qu'il faut faire référence à quelques éléments de chronologie. Alors, quitte à prendre un peu plus de temps en ce qui me concerne sur ce dossier et en prendre un petit peu moins sur les autres questions, je voudrais quand même préciser les choses. Je voudrais préciser les choses parce que si c'est un dossier compliqué, il a donné lieu de la part de la communauté d'agglomération et de son président à une gestion particulièrement hasardeuse. Pourquoi? 2 délibérations avaient été prises par le conseil d'agglomération. Une première délibération a été prise le 22 février 2018. Une seconde délibération avait été prise le 8 novembre 2018. Que disaient ces 2 délibérations? Premièrement, que l'écoparc était vendu pour l'installation de la société Rimed. C'est ce qu'avaient délibéré les conseillers de la communauté d'agglomération. Deuxièmement, le prix était fixé à 6,5 millions d'euros et devait être payé au comptant. Troisièmement, la vente devait se faire par un acte notarié. Pendant des mois, entre le mois de novembre 2018 et le mois de juillet 2019, rien ne s'est passé. Aucun acte n'a été signé. Et puis, étrangement, brusquement, tout s'accélère à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août. Et c'est alors que commence ce que j'appelle, mais de façon objective, mais de façon déterminée, une violation des délibérations du Conseil communautaire. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a pas eu un acte notarié, mais un acte administratif, rédigé à la va-vite et signé le 1er août. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les conseillers communautaires avaient délibéré pour une vente au comptant et que cette vente au comptant a été transformée unilatéralement par le président de la communauté d'agglomération en vente à terme, ce qui est illégal. C'est au conseil communautaire, c'est le Code général des collectivités territoriales qui le prévoit, c'est aux conseillers communautaires de déterminer les modalités essentielles de la vente. Or, parmi les modalités essentielles d'une vente figure bien entendu le prix. Enfin, dans
les derniers moments, au mois d'août, au mois de septembre 2019, il a été indiqué dans la presse par les services de la communauté d'agglomération que l'immeuble, l'ensemble, ne serait pas nécessairement vendu pour la société Remade, pour l'installation de la société Remade, mais pourrait supporter, je reprends les termes, un autre projet. C'était aussi contraire aux délibérations qui avaient été prises par la communauté. Donc il y a 3 problèmes majeurs qui se sont déroulés sur cette vente. Alors ensuite, je voudrais finir là-dessus, parce que c'est vraiment un dossier compliqué, il a besoin d'être éclairci. Vous êtes très en avance sur temps de parole. Alors. Oui, mais je prendrai moins de temps tout à l'heure, mais ce dossier-là est vraiment un dossier très important. Ensuite, le responsable, le président de la société Ecopar a dit qu'il n'achetait plus, et on sait pourquoi, puisque la société Remade, malheureusement, et je pense à tous les salariés de la société Remade qui depuis des mois sont dans des angoisses terribles, dans des inquiétudes terribles, mais en tout cas, la vente n'a pas eu lieu. Ce dossier-là a été mené d'une façon extraordinaire, mais extraordinairement mauvaise, très hasardeuse. On a fait de l'amateurisme et au final, on se retrouve avec un ensemble immobilier qui est une véritable charge, alors qu'effectivement, si on avait suivi les délibérations du Conseil communautaire, et bien très probablement, on n'en serait pas là. Alors on va laisser David Nicolas répondre dans un instant. Juste avant, peut-être David Nicolas, si Antoine Delaunay veut aussi s'exprimer sur ce sujet-là, puisque j'imagine que vous répondrez aux deux, David Nicolas. Si vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Guénaluette. Non, je me souviendrai après. David Nicolas, alors vous pouvez répondre. Oui, alors moi ça me chagrine beaucoup parce que, en fait, les propos de M. Bette mettent à mal déjà le travail des agents de la communauté d'agglomération, notamment le service juridique, mais aussi du notaire René qui nous a accompagnés. En effet, l'acte administratif était on ne peut plus réglementaire. L'acte administratif a respecté les délibérations du conseil communautaire, à la fois dans les montants annoncés. Tout était parfaitement légal. Moi, ce qui me chagrine aussi, c'est que M. Bette a brillé par son absence pendant tout ce mandat, tant au niveau municipal qu'au niveau communautaire. Il n'a participé à aucun groupe de travail. Et il se permet, en fin de parcours, de venir juger le travail qui a été accompli. En effet, nous sommes nombreux à avoir espéré que cette session puisse se faire pour le bien de la communauté d'agglomération, pour le bien du tissu économique local. Et je trouve que utiliser cet épisode fâcheux économique du Sud-Manche à des fins de polémique en pleine campagne électorale, c'est vraiment petit. Et moi, j'ai envie qu'on prenne un peu de hauteur par rapport à ce sujet. J'ai envie qu'on puisse penser aux personnes, aux familles qui aujourd'hui sont dans l'angoisse et sont en train d'essayer de retrouver du travail, de se repositionner sur le marché de l'emploi du Sud-Manche. En tout cas, s'il y a lieu de reprocher quoi que ce soit à la communauté d'agglomération sur le plan juridique, j'invite M. Bette à faire un recours et à engager une démarche juridique. Guénaluette, très vite. Écoutez, je n'ai pas besoin de le faire puisque ce dossier a été tellement mal ficelé et est entaché de tellement d'illégalités que la justice s'en est saisie et que le parquet a ouvert une enquête préliminaire qui met en cause directement la communauté d'agglomération. Donc il n'est nul besoin que quelqu'un fasse un recours, le procureur de la République s'est lui-même saisi du dossier. Antoine Delaunay, vous souhaitez ajouter quelque chose sur le dossier de l'écoparc à Tire-Pied? Oui, 2 mots sur le dossier de l'écoparc. Je remercie Guénaluette de cet exposé. Si j'avais fait moi-même, on aurait pu me croire animé de mauvaises intentions. Effectivement, ce dossier pose de nombreuses questions sur le fonctionnement de la communauté d'agglomération, et finalement sur le fonctionnement d'un élu, son président, qui sur ce dossier a travaillé seul. Alors, M. Nicolas, vous faites état d'un groupe de travail, Ecoparc, qui, je crois, je ne suis pas conseiller communautaire, mais si mes informations sont bonnes, a été constitué largement après l'annulation de la vente et quelque temps avant l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Coutances. La gestion de ce dossier, elle dénote le fonctionnement relativement opaque d'un homme qui décide seul, en tout cas au mépris de la décision, au mépris de la légalité, au mépris de la décision du conseil communautaire, mais en tout cas sans ses vice-présidents, ou en tout cas pas avec toutes et tous, avec un certain nombre seulement. Si j'en crois ce que j'ai pu lire dans la presse, même cause, mêmes effets, ce fonctionnement était le même à la mairie d'Avranches, ce qui vaut aujourd'hui à quelques adjoints et adjointes de ne pas figurer sur la liste qui repart aujourd'hui à l'assaut de la mairie. Je pense que la polémique sur ce sujet ne mérite vraiment pas d'être alimentée.
cette polémique ne mérite vraiment pas d'être alimentée, ce n'est pas faire honneur à la politique locale. Quant aux propos de M. Huet concernant cette soi-disant enquête, je pense qu'il faudrait que vous soyez prudent, parce que vous diffusez des informations qui sont loin d'être confirmées par le parquet lui-même. Merci messieurs sur ce dossier Ecopark. On va poursuivre ce débat organisé par la Manche Libre à Avranches, salle Victor Hugo. Nous souhaitons parler un peu de patrimoine et en particulier des églises qui sont nombreuses à Avranches. À Avranches, comme ailleurs, il y a de moins en moins de fidèles. Bon, ça ne dit peu rien. Certaines villes ferment et vendent des églises en France. Alors il y a plusieurs estimations, plusieurs études. Voilà, elles s'échelonnent entre 15 à 25% des édifices religieux qui seraient vendus dans les prochaines décennies et transformés en d'autres usages qu'un usage de lieu de culte. Nicolas Thomas, on a plusieurs églises à Avranches où on peut se poser la question de leur destinée. Oui, Edouard, donc Avranches a la particularité d'avoir plusieurs églises. J'ai indiqué 3 églises, mais je crois que c'est 4 avec celle de Saint-Étienne-de-Pont, propriété de la commune. Donc on a la basilique Saint-Gervais, où les travaux de restauration ne sont pas achevés. L'église Saint-Saturnin est fermée au public depuis 2 ans en raison de son mauvais état. Et la semaine dernière... Il y a l'église de Saint-Martin-des-Champs. Et l'église de Saint-Martin-des-Champs, tout à fait. Et la semaine dernière, donc l'église Notre-Dame-des-Champs qui subit le même sort en raison de vitraux abîmés par la tempête. Donc qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? Antoine Delaunay. Oui, alors écoutez, moi, je ne peux pas vous dire ce soir si on va fermer, vendre, déconstruire, transformer les églises. Le patrimoine communal, c'est notre bien commun, c'est pas simplement le patrimoine religieux, c'est pas simplement le patrimoine historique, c'est l'ensemble du patrimoine de la commune, l'ensemble du patrimoine bâti de la commune. Dans une commune comme Avranches, Saint-Martin-des-Champs, qui s'est construite au fil du temps, le patrimoine immobilier est très important. C'est un patrimoine qu'il faut entretenir. Avant de se lancer dans de nouveaux projets, avant de créer de nouvelles dépenses d'entretien par la suite, il faut d'abord regarder ce que l'on a et bien l'entretenir. Si je ne me trompe pas, on va me dire que je cherche toujours la petite bête, mais après tout, c'est peut-être l'occasion qui fait le larron. Nous sommes en campagne électorale, il faut bien avancer les arguments et puis regarder ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été mal fait avant, sinon on ne serait pas ici. Il me semble qu'un schéma directeur immobilier a été établi par la ville d'Avranches, avec d'autres villes d'ailleurs. Il me semble que vous avez reçu pour cela des financements de l'ADEME, c'était en 2016 ou en 2017. Ce schéma directeur immobilier, finalement, on n'en a pas connaissance, et puis on n'a pas l'impression, et voilà, je pèse mes mots, vous voyez, je ne suis pas dans l'attaque, je ne suis pas dans l'agressivité, on n'a pas l'impression que grand-chose a été fait. Alors oui, il y a eu des projets assez importants, il y en a un d'ailleurs juste à côté de l'endroit où nous sommes qui va commencer, ou qui a même commencé, le projet de la place Carnot, mais finalement, l'entretien de la ville, l'entretien de l'efficacité énergétique, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments communaux, le désamiantage des bâtiments communaux, tout ça n'a pas forcément été réalisé. Alors là aussi, ce ne sont pas des projets qui font la une des journaux, ce ne sont pas des projets qui réclament d'ailleurs beaucoup d'argent, simplement une action concertée et déterminée. Moi, il y a un terme juridique que j'aime beaucoup, c'est la gestion en bon père de famille. Ça veut dire que quand on est propriétaire d'une maison, avant de faire une piscine, on fait d'abord, on change la chaudière et on met du double vitrage. Ça fait plusieurs fois depuis le début du débat que vous pointez du doigt la question de l'entretien de la ville d'Avranches. C'est une réalité que vous dénoncez, que vous pointez du doigt particulièrement? Oui, c'est une réalité qui est nourrie de l'observation et du dialogue que nous avons avec les habitants, avec certains commerçants, avec certains responsables associatifs. Avranches est une petite ville qu'on arrive à bien connaître finalement pour peu qu'on s'en donne la peine et qu'on y soit réellement présent. Alors, je voudrais tout d'abord dire que parmi les églises d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, il y en a une qui ne pose aucune difficulté, qui est très belle, qui est très bien entretenue, c'est l'église de Saint-Martin-des-Champs. À Avranches, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. L'histoire religieuse d'Avranches nous a légué effectivement 4 édifices cultuels. 4 édifices cultuels qui sont utilisés de façon tout à fait différente, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Les 2 plus importants sont bien entendu l'église Saint-Gervais et l'église Notre-Dame-des-Champs. L'église Saint-Gervais avait donné lieu entre 2008 et 2010-2011 à d'importants travaux de rénovation. Moi je vous le dis très clairement, très crûment, lorsque je vais à l'église Saint-Gervais, j'ai un peu honte de voir la différence qu'il y a entre le chœur qui a été restauré par nos soins et le reste de l'église dans laquelle rien n'a été fait depuis 6 ans. Rien du tout. Alors, j'apprends, peut-être me trompais-je, mais j'apprends
que des annonces devraient être faites le 3 ou le 4 mars sur l'église Saint-Gervais. On verra. Mais si tel était le cas, ou si tel devait être le cas, la ficelle serait un peu grosse. On s'en est occupé pendant 6 ans et on annoncerait quelque chose le 3 ou 4 mars sur l'église Saint-Gervais. Alors, je pense que le patrimoine municipal, il est déjà très important et surtout très diversifié. Ça va des écoles, en passant par les bâtiments publics, la mairie, mais aussi, en effet, les églises. Je pense qu'il y a lieu de trouver des points d'équilibre et des modes de planification des travaux que nous avons réalisés. Alors il y a des choses en effet que l'on voit, qui sont spectaculaires, puis d'autres qui sont beaucoup moins visibles. Je pense que les travaux qui sont faits par exemple dans les églises ou dans les salles, comme celles où nous nous trouvons ce soir, ou les salles de sport, sont assez éloquents. Beaucoup de choses ont été faites pendant ce mandat-là. Simplement, on essaie de traiter l'ensemble des sujets et de ne pas investir de manière trop massive sur un bâtiment en particulier. On est arrivé à une époque où, en effet, les deniers publics devaient être consommés de manière raisonnable, et surtout avec une vraie planification. Si on prend l'exemple de la basilique Saint-Gervais, en effet, des travaux importants ont été réalisés dans le mandat précédent, de manière très volontariste, j'en conviens. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces travaux n'ont pas été faits forcément comme il fallait. Le clos et le couvert n'ont pas été assurés, et on a aujourd'hui des problèmes assez graves de remontée capillaire dans les murs, ce qui dégrade, et vous pourrez retourner sur place, j'étais encore cet après-midi. On voit que les enduits intérieurs qui ont été refaits il y a une dizaine d'années sont en train de sauter les uns après les autres. Donc nous avons engagé un vrai travail de planification sur une dizaine d'années, sur la basilique Saint-Gervais et bien évidemment sur l'ensemble des autres églises de la commune. Nous allons également devoir réfléchir. Je crois qu'aujourd'hui, on doit se permettre de planifier sur le long terme ce type de travaux, comme nous l'avons fait pendant tout le mandat. On ne peut plus maintenant se dire, voilà, je vais mettre 2 millions d'euros d'un seul coup sur la rénovation d'église. Ce n'est plus possible. C'est pourtant ce que vous avez fait, monsieur Bette. Juste pour terminer sur les églises, je pense qu'en effet, il y a lieu d'avoir une réflexion globale sur leur vocation. J'étais encore cet après-midi avec le père d'Estrée, donc le curé de la paroisse. On a eu l'occasion de discuter de manière très concrète, de très, on va dire, partenariale sur notre action future. Je tiens à dire aussi qu'il y a une association qui s'est créée l'année dernière, l'association Saint-Aubert, avec laquelle nous travaillons de manière tout à fait constructive, sur une dimension qui n'avait jamais été envisagée jusqu'à présent, c'est celle du mécénat public. Et je pense que l'avenir, partout en France, de nos églises, passera par ce mécénat que nous concrétiserons à Avranches, en effet au début mars, avec la signature d'une convention avec la Fondation du patrimoine. Quand vous dites qu'il y a lieu de réfléchir à la vocation de ces églises, ça veut dire que vous ne vous interdisez rien quant à la destination de ces églises dans les prochaines années? Je pense que tout viendra du clergé lui-même et des paroissiens. Une commune comme Avranches ne prendra jamais de décision concernant l'avenir d'une église sans l'avis de la paroisse, sans l'avis du curé, bien évidemment, et sans l'avis de l'évêché. Gagnez très rapidement parce que vous êtes en avance. Très rapidement, 30 secondes. M. Nicolas peut discourir et philosopher autant qu'il veut sur les églises. Le bilan, c'est que rien n'a été fait sur Saint-Gervais, rien n'a été fait sur Saint-Saturnin et rien n'a été fait sur Notre-Dame-des-Champs, même pas la consolidation des vitraux qui, malheureusement, pendant la dernière tempête, ont explosé, en tout cas certains d'entre eux, ce qui est bien le signe d'un délaissement complet, d'un avancement complet des édifices actuels de la ville d'Avranches. Merci Gagnette. Et Nicolas, si vous souhaitez répondre, vous avez 30 secondes. Alors, malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé le bouton pour éteindre le vent. En effet, la gestion d'une commune passe aussi par le traitement d'urgence. Et je peux vous assurer que dès le lendemain du dégât occasionné par la tempête, nous avions pris contact avec un maître verrier et on attend ses devis pour pouvoir procéder aux réparations. Il aurait fallu le faire avant. Dernier sujet qui nous intéresse ce soir, et évidemment il y en a beaucoup dans cette campagne des élections municipales à Avranches, on ne peut pas tous les passer en revue, mais voilà, on vous a promis un débat d'1 heure, on va essayer de tenir ça en 1 heure. On voudrait parler de la commune nouvelle. La Manche a été championne de France des communes nouvelles depuis 6 ans. Le département se trouve sur le podium des départements qui ont le plus fusionné de communes entre elles. Et Avranches aussi a fusionné, Nicolas Thomas. Et oui, Avranches s'est marié avec Saint-Martin-des-Champs, donc au 1er janvier 2019. Faut-il poursuivre la fusion avec d'autres communes? Si oui, avec lesquelles et comment on s'y prend? Antoine Delaunay. Alors, le rapprochement des communes, c'est une bonne chose. La loi le permet, l'État nous y incite, et puis le bon sens nous y pousse. Et je crois qu'effectivement, les conseils municipaux d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs ont eu raison de s'engager dans cette voie. Ce que je regrette, c'est la manière dont ça a été fait. Parce qu'il y a eu une décision qui a été prise entre élus, et la population n'a pas été associée. C'est dommage, parce qu'à vouloir aller trop vite, on perd du temps. Et on voit bien aujourd'hui que les choses sont crispées,
que les positions sont figées et qu'il va falloir un certain nombre d'années avant de rétablir les choses. Ce sera là aussi un projet du mandat. Est-ce qu'il fallait un référendum ou pas? Il fallait, sinon un référendum, au moins associer la population. Le référendum est la manière la plus efficace d'associer la population. Il y a d'autres manières de le faire, il y a d'autres manières de susciter la participation, de mettre en place la concertation avec la population. En tout cas, il est évident qu'il ne fallait pas prendre une simple décision entre élus. On voit bien aujourd'hui que l'on est dans une situation crispée où il faudra des années pour attraper ça. C'est dommage. C'est dommage parce que, encore une fois, c'est une bonne chose. Et on voit bien, au niveau de l'agglomération avranchinaise, il y a d'autres communes qui pourraient avoir vocation à travailler avec Avranches. On voit bien qu'il y a une opposition parce que l'exemple Saint-Martinais a créé un précédent qu'il sera compliqué de dépasser. Alors, justement, juste avant de passer la parole à vos deux challengers, vous évoquez la possibilité que la ville d'Avranches puisse continuer à élargir son périmètre par d'autres fusions. C'est quelque chose que vous défendez, ou pas, et dans quelle direction? Je crois que tout le monde regarde ça. La ville d'Avranches est conçue de telle manière qu'elle est directement imbriquée avec d'autres communes. Quand on circule sur le boulevard du Luxembourg, à un certain endroit, si on fait un pas en avant, on quitte Avranches pour arriver au Val-Saint-Père, et quand on va sur le côté, on arrive à Saint-Martin-des-Champs. Et c'est la même chose quand on va un petit peu plus loin, vers Saint-Saunier. Quand on se trouve au quartier Saint-Étienne, on fait quelques pas, on arrive à Pont, et idem à Pont-Gilbert, vers Marseille-les-Grèves. On comprend bien que l'agglomération avranchinaise est faite de telle manière que nous avons intérêt à travailler ensemble. Alors, fusion administrative brutale comme ça a été fait, ou travail un petit peu plus long, voilà, je crois qu'il faut réfléchir à la méthode. La fusion administrative, d'ailleurs, n'est pas la seule solution. Il faut aussi commencer à travailler ensemble, en mutualisant certains services, en mutualisant certains projets. Bref, en commençant à apprendre à vivre ensemble avant de s'unir. Vous savez, on dit toujours qu'il faut prendre le temps de se fiancer avant de se marier. Je crois que, voilà, dans la vie publique, il faut le faire aussi. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes élu maire d'Avranches, durant votre mandat, vous poserez donc ce sujet de fusion avec des communes voisines sur la table? Oui, bien sûr, et nous l'indiquons d'ailleurs dans le projet et dans nos réunions publiques. C'est bien évidemment un sujet sur lequel nous allons travailler. Et nous avons déjà pris contact avec certains maires de communes voisines, ou en tout cas des candidats ou candidates à leur succession. Ganaluette sur ce sujet? Alors moi je suis plutôt favorable aux fusions de communes. Pour une raison simple, c'est que le paysage administratif français a changé et le paysage administratif normand a changé. Il y a maintenant une grande région de Normandie, il y a une grande communauté d'agglomération et il faut sans doute que certaines communes s'allient à d'autres communes pour faire entendre leur voix. Donc je vois un certain intérêt à ce qu'il y ait des fusions de communes. Mais les fusions de communes doivent reposer sur un véritable projet. On ne fait pas une fusion de communes comme ça a été, je crois, le cas sur Avranches et Saint-Martin-des-Champs, uniquement dans la perspective de ne pas perdre de dotation budgétaire de l'État. C'est important, évidemment, mais ça ne peut pas être une raison suffisante. Il faut un véritable projet. Or, il n'y a pas eu de véritable projet. Il y a eu un document, il y a eu quelques discussions ici ou là, quelques réunions publiques, mais ça ne fait pas un projet, tout ça. Ganaluette, je vous arrête, parce que le temps tourne pour vous, et vous êtes en avance, vous avez pris du temps tout à l'heure. Et un tout dernier mot, oui. Je considère qu'il s'agit d'une décision importante et qu'il fallait consulter la population, qu'une fusion de communes ne doit pas résulter simplement de l'arrangement entre deux communes. David Nicolas. Oui, alors en effet, quand je vous écoute, finalement, vous êtes tous les deux favorables à cette commune nouvelle. Je rappelle simplement les choses. En effet, la Manche a été très, très audacieuse en termes de restructuration territoriale. Aujourd'hui, 8 communautés de communes et des communes nouvelles qui se comptent par dizaines, avec aujourd'hui 441 communes contre 601 historiquement. Ce que nous avons fait avec Jacques Lucas, avec nos collègues conseillers municipaux de Saint-Martin et d'Avranches, c'est un vrai travail préparatoire en amont, après la fusion communautaire, et surtout dans un calendrier qui nous était imposé par l'État. Si nous voulions faire cette commune nouvelle, il fallait en effet que ça puisse se faire en 2019. Nous avons respecté ce calendrier, nous avons organisé des réunions publiques, nous avons largement communiqué dans nos bulletins municipaux, nous avons fait le travail, et surtout, en rencontrant les Saint-Martinais et les Avanchinais, on s'est aperçu qu'il y avait une majorité silencieuse qui était extrêmement favorable à la création de cette commune nouvelle. Et je peux vous assurer que sur les communes du Val-Saint-Père, sur les communes de Saint-Saunier, beaucoup d'habitants disent « mais quand est-ce qu'on vous rejoint ?» Il y a une attente très très forte. Ça fait 40 ans qu'on en parle du Grand Avranches. 40 ans. Et là, on a simplement eu le courage politique de faire le premier pas. Et je pense que M. Huet, d'une certaine manière, est un peu vexé
qu'on l'ait fait, et que lui, malheureusement, alors qu'il était maire pendant presque 13 ans, pendant plus de 13 ans, n'a pas eu le courage d'aller dans cette direction. Merci David Nicolas. Antoine Delaunay, je vous voyais Antoine Delaunay, je vous voyais désapprouver de la tête au moment où David Nicolas évoquait la concertation et la rencontre avec les habitants. Alors, en deux mots seulement, enfin, je laisserai David Nicolas et Gabriel Huet régler leur compte entre eux, et je ne voudrais surtout pas m'immiscer dans leur débat, Oui, alors il y a une majorité silencieuse, bien sûr qu'il y a une majorité silencieuse, mais c'est encore mieux si on lui donne l'occasion de s'exprimer, particulièrement lorsqu'on a fait campagne en 2014 sur la démocratie participative et sur le dialogue avec la population. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. C'est pas si compliqué que ça sur un petit territoire comme le nôtre. Et c'est dommage que cette occasion ait été perdue sur ce sujet précisément, qui engage irrémédiablement, ou en tout cas pour de longues années, l'avenir de notre territoire. Je crois qu'on ne perd jamais de temps à en perdre un petit peu, à en prendre un petit peu pour discuter, pour faire en sorte que les fondations soient solides. Voilà, les choses seraient beaucoup plus claires et beaucoup plus faciles aujourd'hui. Même si sur le fond, bien évidemment, comme beaucoup de gens, je partage cette volonté de rapprocher les communes. David Nicolas, je vous donne 20 secondes pour construire ce sujet. Je pense qu'en effet, cette commune nouvelle a fait beaucoup parler, elle fera encore beaucoup parler, mais je pense que dans les mois qui viennent et les années qui viennent, l'histoire nous donnera raison et reconnaîtra que nous avons bien fait de pouvoir créer cette commune nouvelle en 2019. On va venir le temps de la conclusion de ce débat organisé par la Manche Libre à Avranches, salle Victor Hugo. Juste avant de conclure, je voudrais vous dire que vous allez retrouver le compte-rendu de ce débat dans l'édition papier, mercredi, de la Manche Libre à Avranches, et sur Internet dès demain, sur Internet en payant. J'en profite pour dire que l'information de qualité ne sera jamais gratuite. Si la Manche Libre organise ce débat qui participe modestement à sa place à faire vivre la démocratie, c'est parce que nous en avons les moyens. Si nous avons les moyens, la Manche Libre, c'est parce que les gens payent le journal ou payent l'article sur Internet. Par conséquent, nous avons décidé à la Manche Libre de ne plus tolérer de voir des articles intégraux partagés sur les réseaux sociaux, que ce soit des photos d'articles papier ou que ce soit des PDF d'articles web, puisque ça met à mal notre modèle économique. On rejoint peut-être la conversation que nous avions tout à l'heure sur le centre-ville et sur les zones commerciales. Je dis ça très calmement, sans me fâcher, mais je profite qu'il y ait plus de 300 personnes ici ce soir pour faire de la pédagogie, parce que le jour où il n'y aura plus de journalistes pour vérifier des informations, on sera bien embêté quand il n'y aura plus que les majors, les GAFA pour communiquer et les comptes Twitter ou les comptes Facebook officiels. Donc, et quand je dis ça, je parle de la Manche Libre, mais je parle aussi de nos confrères, enfin, on est tous alignés là-dessus. Donc, la bonne façon de partager un article, c'est pas de partager son contenu, c'est de partager son lien. Il faut partager son... ou pas d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de partager un article de la Manche Libre, mais si vous souhaitez partager un article de la Manche Libre, partagez le lien internet qui renvoie vers notre site et ne partagez pas l'article entier. Voilà. Voilà, en tout cas, merci d'être venus si nombreux et merci de suivre un peu ce modus operandi à l'avenir, parce qu'il en va évidemment de l'avenir de la presse. Nous allons maintenant conclure. Antoine Delaunay, vous êtes en retard sur le temps de parole, donc je vous donnerai plus d'une minute. Et nous allons commencer par David Nicolas. Bien, tout d'abord, moi je voudrais tout simplement dire que nous nous plaçons, notre équipe Aimons Avranches Saint-Martin, dans une logique de continuité dans l'action que nous avons initiée depuis maintenant 6 ans. L'idée, c'est de continuer à faire qu'Avranches et Saint-Martin soient une commune où il fait bon vivre, où les gens ont envie de rester, de s'installer. Et je regrette d'ailleurs ce soir qu'on n'ait pas pu évoquer la question de la transition écologique, qui reste un sujet majeur sur lequel nous sommes attendus et pour lequel nous allons avoir des propositions vraiment concrètes à faire. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on l'a vu ce soir, il y a des sujets qui font polémique, parfois de manière un peu politicienne. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je passe beaucoup de temps en ville, je passe beaucoup de temps sur le terrain, ce que j'entends dans la bouche de nos concitoyens, c'est qu'ils veulent tous de la sérénité, de la stabilité, qu'ils veulent que finalement leur quotidien soit totalement à l'opposé de ce qu'on peut voir dans les grands médias nationaux, où on est systématiquement dans des discours anxiogènes qui génèrent du stress. Je crois qu'on a la chance de vivre dans la belle île Saint-Michel, qui est un des cadres de vie les plus extraordinaires de France. Vraiment. Pour ceux qui voyagent, vous voyez tous à quoi je fais allusion. Donc profitons de ce cadre de vie. Essayons de construire de manière
coopérative, partenariale, en évitant à tout prix les affrontements stériles qui ne mènent nulle part. Merci David Nicolas. Bravo David. Bien Aluette, vous avez une minute pour conclure. Pour notre liste, la commune, c'est l'échelon de la proximité et de la vie de tous les jours. Donc les propositions que nous allons faire pendant cette campagne sont des propositions qui concernent la vie de chaque jour des Avranchinaises et des Avranchinais et des Saint-Martinaises et des Saint-Martinais. Ce sont des propositions qui porteront, je l'ai indiqué, sur les services de proximité, sur le respect de l'environnement, sur la sécurité, sur l'économie locale, sur les associations. On veut redonner une vraie place aux associations dans notre ville. Et puis, nous voulons encore faire plus. Nous voulons associer directement les habitants d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs à la gestion de la cité. Et je veux redire, ce projet de budget participatif qui consistera à réserver une somme chaque année, environ 500 000 €, et à dire aux habitants d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs, c'est vous qui choisissez les projets pour ces 500 000 €. Je constate d'ailleurs que cette idée que nous avons, nous, donnée en premier, a été immédiatement récupérée par notre liste, ce qui est très significatif. Je m'en réjouis, c'est une excellente idée, mais en tout cas, j'en revendique avec mes amis de la liste Avranches-Saint-Martin, c'est vous la paternité. Merci Aluette. C'est faux. Et nous terminons ce débat avec Antoine Delaunay. Antoine Delaunay, vous pouvez prendre 3 minutes si vous le souhaitez. Écoutez, c'est extraordinaire, 3 minutes sera beaucoup trop long, parce que finalement, si j'ai bien compris, on a tous le même programme, on a tous les mêmes propositions. Donc, je trouve ça assez extraordinaire. La participation, oui, bien sûr, la participation. Moi, je travaille depuis plusieurs mois avec mon équipe, avec le collectif que nous avons créé, des 34 personnes qui gravitent autour de moi, des hommes, des femmes, des chefs d'entreprise, des employés, des ouvriers, des présidents d'associations, des gens qui sont engagés dans la vie de leur cité, qui réfléchissent et qui ont bâti un projet, pas un projet couché sur le papier en quelques heures parce qu'il fallait bien se présenter devant les habitants, tous les habitants, un projet qu'on a travaillé entre nous, qu'on confronte avec les habitants et avec les habitantes depuis plusieurs semaines maintenant. Alors la participation, oui, on en parle, on fait des propositions très concrètes. Nous avons édité, comme vont le faire les autres listes, je l'imagine, un programme, un projet, un document à partir duquel on pourra discuter avec vous, à partir duquel on a déjà commencé à discuter. Nous faisons des propositions concrètes. Alors je pense que mes challengers le feront aussi. L'un ne l'a pas fait pendant 6 ans, l'autre se découvre des qualités d'écoute en répétant comme pour s'en convaincre qu'il est le premier à avoir fait une telle proposition. Écoutez, tout ça n'est pas très sérieux. On va aussi parler de la transition écologique. Oui, bien sûr, l'amélioration énergétique de la ville est importante. Je l'ai dit, ça n'a pas suffisamment été fait depuis 6 ans. Et puis on peut aussi parler des points sensibles. Alors je me souviens qu'en 2014, on avait beaucoup parlé de l'usine à gaz. Rien n'avait été fait avant, rien n'a été fait depuis. Soyons sérieux, quand on a un tel bilan, pour l'un ou pour l'autre, on ne vient pas parler de transition énergétique. Et puis la proximité, bah oui, la proximité, ça compte. La proximité, je ne vais certainement pas m'engager à qualifier la proximité des gens que je vais voir en face de moi sur les 2 listes concurrentes. En tout cas, nous y sommes, pas simplement sur les réseaux, pas simplement tous les 6 ans. Les 34 personnes qui composent la liste Faire ensemble, construisons Avranches-Saint-Martin sont impliquées dans la vie. La proximité, c'est celle simplement d'hommes et de femmes qui ont des enfants, qui travaillent, qui participent à la vie associative, qui sont des citoyennes et des citoyens, des habitants d'Avranches-Saint-Martin, tout simplement. Nous sommes un collectif. Nous ne sommes pas une alliance de circonstances, mais une addition d'individualités, mues par des ambitions diverses. Nous portons un projet, travaillé depuis 2 mois, pas des propositions éparses, réunies dans la précipitation, ni des tentatives, souvent vaines, de justifier ce qui n'a pas été fait depuis 6 ans. Nous portons le renouveau, une volonté de renouveau. On ne tente pas de rester, ni de revenir. On veut proposer et faire ensemble avec les habitants et avec les habitantes d'Avranches-Saint-Martin. Merci Antoine. Merci à tous les 3, Nicolas, Antoine Delaunay, d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous à Avranches.